Pourquoi devriez-vous passer au coaching en ligne si vous êtes coach en présentiel, ou du moins comment faire, et c'est ce qu'on va tenter de voir dans ce nouveau podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Prep Dad Podcast. Ici, on parle training, nutrition, coaching en ligne, bodybuilding, tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à votre développement personnel. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition. J'accompagne chaque année des personnes d'un niveau amateur à bodybuilder professionnel et je forme des coachs au travers de mon mastermind. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description, tout comme ma newsletter pour avoir plus de valeur ajoutée totalement gratuite. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur mon podcast un invité spécial, car c'est mon ami Tom. L'introduction n'est pas trop longue, ça va ? Enchanté, Louis. Bon, Tom, on va parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien, écoute, c'est toi le maestro de ce podcast, mais je pense qu'on va parler un petit peu de coaching en présentiel, coaching en ligne, peut-être la transition entre les deux et tout ce qui tourne autour du domaine du coaching. Tom est un spécialiste dans ce domaine. Donc justement, j'essaye de m'entourer des meilleurs quand j'invite des personnes sur ce podcast, c'est la vérité. Et j'estime que tu as des compétences dans certaines choses que je n'ai pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu sois là aujourd'hui. Et du coup, on va parler de plusieurs choses. On a déjà parlé de la transition, parce que toi, je fais peut-être des personnes à faire ça, du coaching en personne au coaching en ligne. Et d'ailleurs, peut-être on verra aussi les limites du coaching en présentiel que certaines personnes peuvent avoir. Les erreurs que toi, tu vois peut-être chez les coachs qui tentent de passer en ligne. Les erreurs que je vois aussi dans les élèves de mon mastermind qui tentent peut-être de passer en ligne, qui étaient en présentiel. On va ensuite parler d'un domaine où tu es, pour le coup, expert, je pense même. Et c'est non, mais c'est la pub sponsorisée. Mais c'est parce que on va parler de toi un peu après. On va parler de ça et justement de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qu'il faudrait faire, pas faire. Et là, c'est, je pense, surtout toi qui pourra m'expliquer ça. Parce qu'on a deux stratégies différentes et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui est intéressant dans ce podcast. C'est que ça peut partir en débat. Voilà. Non, mais justement, le but, ça sera d'échanger des opinions différentes. Parce que on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour bien s'entendre. Et on s'entend bien, mais on n'est pas d'accord sur tout. Et on parlera des meilleurs conseils également qu'on puisse donner aux coachs en ligne. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, peut-être là, qui ont du mal à performer dans le coaching en ligne. Et il y en a, hélas, beaucoup. Il y a beaucoup de coachs. J'en parle très souvent. T'en parles, je pense, souvent aussi. On en a parlé sur YouTube quand on a fait la vidéo ensemble. Des coachs qui abandonnent rapidement. Ouais. Essayer de voir un petit peu ça. Et puis, je pense que ça serait déjà pas mal. Déjà, Tom, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Ouais, carrément. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas, donc on va se présenter. Non, moi, c'est Tom, plus connu sous le nom peut-être de Tom l'élan digital sur les réseaux. Donc, ça fait maintenant depuis 2023 que j'accompagne des coachs sportifs à se développer, un petit peu comme Louis, mais plutôt moi sur la partie business, donc tout ce qui va concerner stratégie d'acquisition, acquisition client, etc. Et puis voilà, donc ça fait depuis 2023 que je fais ça. À la base, moi, je suis média buyer de formation, c'est-à-dire que je gérais des gros budgets publicitaires pour des entreprises, notamment dans le B2B. Et je faisais en fait la même chose pour des audioprothésistes. Si tu veux, le modèle et la niche me correspondaient pas trop. Et en parallèle, ça fait un petit moment aussi que je suis dans le fitness. Et voilà, donc j'ai allié compétences et passion. Et depuis 2023, j'accompagne environ 200 coachs sportifs, notamment sur la partie présentielle. C'est ce qui fait un petit peu ma différence, à se développer et à avoir plus de clients. Et là, je vais faire une question un peu piquante en approche. J'ai à peu pensé, mais là, j'y pense. On voit de plus en plus, parce que tu parles de pub sponsorisée, j'en vois, je pense qu'on est tous un peu esclaves de ça en les regardant contre notre gré parfois sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de coachs qui se qualifient comme coach business, qui justement aident à faire décoller les coachs. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un scam. Il y a beaucoup de coachs qui sont en soi des scammers, c'est-à-dire des personnes qui viennent vous prendre votre argent et pas fournir du résultat. Toi, quand on te dit, Tom, ce coaching business, c'est du vent, c'est de la merde, ça fonctionne pas, qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là ? Je suis jamais trop dans la justification. Après, moi, comme je l'ai dit, ça fait 2 ans que je suis sur ce domaine-là. J'ai accompagné plus de 200 coachs. Donc, souvent, je vais parler en fait de la social proof, chose que pas mal de personnes n'ont pas aujourd'hui. La preuve social proof, preuve sociale. C'est-à-dire tous les témoignages, les résultats qu'on peut avoir avec tous les clients. On a des très, très, très bons résultats. Et donc, forcément, déjà, ça peut rassurer une personne. Dire que ça fait 2 ans que je fais ça. Dire également que j'ai géré des gros budgets publicitaires. Donc, ça rassure, en fait, si tu veux, à plusieurs points. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est ça avec le marketing digital aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur ce domaine-là. On en a vu émaner. Tout le monde pourrait faire du coaching business. En soi, oui, voilà. En soi, voilà. Mais qui est compétent, qui est réellement compétent, c'est ça aussi. Parce que tu vois, c'est pas la même chose. Par exemple, quand je vends mon mastermind, les gens auraient tendance peut-être à comparer avec d'autres formations en termes de connaissances que tu vas obtenir. Ouais. Lorsqu'il s'agit de coach business et qu'on parle, enfin, je te définis pas spécialement comme un coach business, mais t'aides les coachs, donc on pourrait dire. Si, on peut le dire. Et quand on parle de
Parce que moi, il n'y a pas de promesse de faire de l'argent. Moi, c'est une promesse d'être compétent pour potentiellement faire de l'argent. Toi, en soi, ça serait, entre guillemets, une promesse de faire de l'argent. C'est là où c'est plus délicat, parce que forcément, il y a peut-être des gens qui auront des résultats différents. Et donc, je pense que toi, tu vas me dire si je me trompe, tu as une preuve de moyens, pas de résultats. Tu donnes les moyens pour que tes clients réussissent. Tu promets pas un résultat concret. Ou tu promets un résultat concret, toi? Forcément, on a une promesse dans le marketing. Après, bien sûr, ça dépend de la personne, de ce qu'elle est prête à appliquer, etc. On maximise le fait que... oui, par les moyens, en fait, on donne le meilleur de nous-mêmes pour que les coachs réussissent. Mais oui, concrètement, on n'a pas de preuve de résultat. Et je pense que ça serait un scam monumental international de garantir un résultat. Ça dépend de chacun également, quoi. Et d'ailleurs, je vais le mentionner. Si je t'invite ici, et si j'invite Tom ici, parce que je sais que c'est pas un scammer, parce que j'ai vu... Moi, je te connais maintenant, et tu fais du bon travail. Et au-delà de ça, surtout, ce qui est important, c'est que je connais des gens qui sont avec toi, Exactement. des clients à moi, qui ont des très bons résultats. Et donc, c'est bien la preuve que quand on applique, ça fonctionne. Et tous les coachs business ne sont pas une arnaque. Il y a beaucoup de coachs, j'en connais beaucoup, qui sont absolument des arnaques monumentales, avec des prix exorbitants, à des accompagnements à des dizaines de milliers d'euros, sans finalement, réelle expertise. Toi, tu as quand même montré que tu étais compétent, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de parler de ce dont on va parler aujourd'hui tous les deux, parce qu'en plus, on a une vision et une stratégie qui est très différente, vu que moi, ma stratégie, et je le dis dans beaucoup de podcasts, ça a toujours été l'organique, et aujourd'hui, je commence à m'intéresser un peu plus à ce qu'on peut faire avec de la pub sponsorisée, et toi, ta stratégie, c'est d'ailleurs limite l'inverse. C'est aujourd'hui, tu t'intéresses à l'organique, et avant, tu t'intéressais à la pub sponsorisée. Donc, on va d'abord parler de cette transition présentielle puis online. On va parler de la pub sponsor. Toi, tu nous expliques clairement en quoi ça consiste. Et on va parler des conseils prioritaires. Et pour pas que ceux qui se lancent en ligne se plantent finalement, ou du moins partent sur de meilleures bases. Donc déjà, toi, tu accompagnes beaucoup de coachs qui sont en présentiel. C'est quoi les différences majeures entre du coaching en présentiel et du coaching en ligne? Là, si tu devais les évoquer. D'un point de vue business ou d'un point de vue... Les deux. Il y en a beaucoup. Je dirais d'un point de vue business... déjà, les stratégies d'acquisition ne vont pas être forcément les mêmes. Parce qu'on est à une échelle locale. On est à une échelle locale, excusez-moi, donc en présentiel. Ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher des personnes qu'à l'échelle peut-être nationale, internationale. En ligne, les stratégies vont pas être forcément les mêmes. Je pense souvent aussi à la vente, qui est complètement différente en présentiel, parce que le plus important dans la vente ou dans le closing, c'est les mots qu'on emploie aujourd'hui, c'est activer le biais de confiance d'une personne. Donc, c'est plus simple de faire. Personne te fait confiance, c'est plus simple de lui vendre quelque chose. Et en présentiel, forcément, quand la personne elle est avec vous, qu'elle effectue une séance, vous lui avez apporté un peu de valeur, elle a vu vos capacités, etc., plus simple de la convertir. Alors qu'en ligne, il y a toujours ce truc avec cette petite barrière en visio, par exemple, parce qu'on close en visio, on fait de la vente en visio, ça va être un peu plus compliqué. On a souvent, en fait, la personne qu'on a en face de nous, le client potentiel, peut penser que c'est une arnaque, peut penser qu'on ne va pas délivrer. Il y a tout un tas de barrières comme ça, tu vois, qui déjà sont un petit peu complexes. Et le travail qu'il y a à faire derrière en ligne est parfois plus important. Exactement. Souvent, on vend la fausse idée et la fausse image du coaching en ligne avec ces 2 heures par jour, c'est plus facile. etc. Alors que théoriquement, si tu es en présentiel, si je ne m'abuse, tu me diras si j'ai tort, tu as quand même moins de concurrence directe. Exactement. Parce que quand tu t'en sors bien en faisant peut-être de la pub sponsor ou peu importe, même du contenu ciblé dans ta région, tu as moins de concurrence directe parce qu'il y a beaucoup de coachs en présentiel, je sais pas, qui travaillent dans une chaîne type, je sais rien, Basic Fit et qui font rien pour se marketer, on est d'accord. Exactement. Mais en fait, personne... Moi, je dis... Parce que souvent, c'est une objection qu'on a, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de concurrence, on a beaucoup de coachs, etc. La même objection pour le coaching en ligne. Mais la concurrence n'existe pas quand vous faites les choses bien. À très peu de personnes... Ok, peut-être qu'il y a beaucoup de coachs. Déjà, c'est une bonne chose parce que ça valide un marché. C'est qu'il y a un besoin et que vous avez votre place autant que ces personnes-là. Et très peu de personnes appliquent les bonnes méthodes aussi pour se développer, pour avoir des clients. Et une fois que cette personne, à la limite, a appliqué les bonnes personnes, elle est vite full, ce qui vous laisse tout le marché après. Et ça, c'est valable en ligne comme en présentiel. Parce qu'en réalité, même chose. Moi, quand on me dit, oui, mais si je me lance... alors, il y a plusieurs objections. Moi, j'ai des personnes, par exemple, qui commencent mon mastermind, qui ont 40-50 ans et qui me disent, oui, mais est-ce que je suis pas trop vieux? Bon, non. Petit 1 et petit 2, quand on me dit oui, le coaching en ligne aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, c'est saturé. C'est pas saturé, c'est saturé, et c'est ce que je disais, je l'ai dit plusieurs fois, c'est saturé de personnes qui ne savent pas quoi faire, ni comment le faire. Exactement. Et personnes qui sont pas compétentes, et c'est justement ces personnes-là qui arrêtent relativement rapidement. Ça, déjà, ça c'est la première différence. Donc c'est l'échelle géographique, notamment locale versus internationale. Ouais, exactement. Et il y a la deuxième différence aussi, c'est pour les personnes, il y a peut-être des coachs qui écoutent ce podcast qui se demandent est-ce qu'ils devraient transitionner totalement en ligne. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de logistique, et c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose d'entraîner quelqu'un en salle et l'interaction que tu as avec que d'entraîner la personne en ligne. Parce que dans les 3 quarts des cas, lorsqu'on parle de coaching en ligne,
On parle de délivrabilité lorsqu'il s'agit de conseils en nutrition, d'un programme de training, de correction d'exercices vidéo, de bilan hebdomadaire. On ne parle pas de séance en visio. Ça, c'est aussi beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Il y a aussi beaucoup de personnes qui comprennent. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Il faut faire attention à une chose, quand on parle de coaching en ligne, on ne parle pas de faire une séance de sport en visio où la personne elle est à la salle en FaceTime avec vous. On parle d'une. Ça serait quoi? Ça sera un accompagnement qui est plus holistique en soi. De ne pas répliquer le modèle du présentiel en ligne. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est quelque chose également qui est important pour certaines personnes, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment profondément coacher des personnes en salle, qui pourraient peut-être transitionner totalement en ligne, mais qui ne le veulent pas parce qu'elles aiment le contact avec les personnes. Donc, si les coachs qui nous écoutent, si vous aimez vraiment le contact humain, gardez quelques heures de coaching en présentiel. Exactement. Rien n'empêche de mixer les deux. Hein. Il y a un modèle aussi qui est bien, c'est le hybride. Voilà. Par exemple, qui combine où tu fais un peu une programmation et tu as un peu des séances. Et justement, et je pense aussi, il y a une des différences lorsque entre le coach en ligne et le coach en présentiel, et ça reste le rôle du coach. Parce que quand tu es coach en présentiel, le vrai rôle, c'est d'être entraîneur en soi, c'est t'entraînes la personne sur place. Quand tu es en ligne, t'es entraîneur, mais en même temps, t'es créateur, t'es entrepreneur, tu motives peut-être plus la personne. Ou tu dois être plus disponible, par exemple, grâce à des billets comme WhatsApp ou autre, tu dois donner d'autres conseils. En fait, il y a plein de petites choses qu'on ne voit pas forcément quand on dit le coaching en ligne. Voilà, quand on vend le coaching en ligne, j'ai fait un post dessus, ne vous rend pas libre, ça vous rend flexible par la liberté géographique que vous avez, flexible par les heures où vous allez travailler, mais vous n'êtes pas libre car vous avez toujours des choses à faire. Exactement. Et du coup, justement, ça serait quoi les avantages coaching en ligne par rapport au présentiel? La flexibilité, on l'a dit. Flexibilité. C'est-à-dire c'est surtout horaire et lieu. Ouais, exactement. Exactement. Je pense qu'il y a un potentiel aussi de... Disons que la croissance peut être beaucoup plus exponentielle parce qu'on peut vite aussi structurer une équipe. Je sais que toi, tu es un peu anti ça, etc. Je l'ai fait. Je l'ai fait avec The Prep Family et c'est quelque chose qui a relativement réussi, mais je pense que... Bon, après, moi, il y a aussi des choses qu'on aurait pu améliorer. Mais si les systèmes sont les mêmes, le concept de team, moi, je suis relativement pour. C'est plus le problème que j'ai vu, notamment dans le milieu francophone, même dans le milieu anglophone, mais dans le milieu anglophone, ça a l'air de mieux marcher. J'ai vu quelques années encore en France, il y a beaucoup de coachs en ligne qui se mettaient à lancer des teams. Le problème, c'est que, selon moi, il y a plusieurs problèmes que j'ai relevés. Il n'y a pas de contrat entre eux, donc ils font un peu tous n'importe quoi. C'est un peu, je te réfère à un coach, mais j'ai pas les mêmes systèmes que toi. Et donc, il n'y a pas de système en place. Ce que tu dis là, monter une team de coaching en ligne pour justement ce qu'on appellerait scaler, ça c'est un mot par contre que j'aime pas, mais se développer, on va dire, ça je trouve que c'est bien si les systèmes sont les mêmes et que la qualité du suivi reste la même. Et ça c'est une condition. Mais donc, ça peut être une équipe de coaching, ça peut être une équipe de vente aussi, un pôle vente, voilà, etc. Ça, oui. Toutes ces choses-là. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile, du moins activable plus rapidement qu'en présentiel. Et ça dépend aussi de ce que vous voulez, parce que justement peut-être qu'il y a des coachs aujourd'hui qui, si vous transitionnez, je pense qu'il faut faire aussi une différence entre transitionner en ligne pour être plus libre et transitionner en ligne pour faire beaucoup plus d'argent. Parce que peut-être que si demain, vous voulez transitionner en ligne pour être plus libre, il faut le moins de personnes avec soi. Parce que quand tu commences à gérer des personnes, tu es moins libre. Mais je pense que du coup, il y a un seuil, tu vois, à ne pas franchir. Mais il y a un seuil, parce que ce que je dis, justement, il y a le seuil, c'est le seuil qu'on appellerait liberté. Par contre, c'est si tu veux faire le maximum d'argent, là, tu dois monter une team et potentiellement, le travail sera quand même supérieur. 100%. Mais je pense que tu vois, en présentiel aussi, c'est une fausse idée. On te vend souvent l'idée de oui, t'es capé en présentiel, t'as ton agenda forcément, en fait, vu que c'est toi qui vas coacher, etc. Ton agenda est capé, ce qui est vrai, 100%. C'est-à-dire capé pour les au bout d'un moment, vous avez je sais pas, tu fais 35 heures par semaine. Voilà, vous pouvez pas faire plus. Tu peux pas faire 70 heures par semaine. Peut-être que tu vas le faire 6 mois, mais après tu vas te cramer. C'est pas le but. Mais en soi, au présentiel, qu'est-ce qui t'empêche de scaler? Qu'est-ce qui t'empêche de faire plus? Tu recrutes un coach, tu recrutes un autre coach. C'est 100% faisable aussi. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire, en fait, tout simplement. D'ailleurs, il y a un coach qui a fait le mastermind qui avait fait sa team de coaching, justement comme ça, à Basic Fit, avec qui j'ai fait un podcast, Clément. À ma connaissance, il avait fait. C'est des choses qu'on fait aussi, tu vois, on l'a fait avec beaucoup de coachs, cette partie-là, que ce soit avec des coachs à domicile, du coup, qui délèguent, tu vois, d'autres coachs dans leur région, etc. Finalement, il a monté une autre structure, donc il a ses propres coachings, et après, il a sa structure où il délègue quand même pas mal de coaching. C'est des choses qui sont faisables aussi en présentiel. Donc, les avantages du coaching en ligne, la flexibilité, la capacité de développement futur. J'ai également mentionné un autre avantage, c'est vous avez moins de déplacements à faire, soit. Parce que si demain tu coaches, ça dépend. Par exemple, si vous faites du coaching comme ce que moi je fais toujours un peu pour des bodybuilders, la même chose, on voit que je me déplace relativement souvent. Ça dépend aussi de votre envie d'aller à des compétitions. Mais c'est peut-être des voyages plus longs et plus fatigants. Mais après, au moins, ça vous évite, peut-être, si demain vous êtes coaché en présentiel,
bah, vous avez les déplacements tous les jours pour aller au travail, peut-être pour aller de salle en salle si vous coachez dans plusieurs salles, ou si vous coachez dans un studio, ou si vous coachez à domicile. Aussi, je pense que tu en as des coachs en présentiel qui coachent à domicile. Beaucoup. C'est un coût, du coup, que vous réduisez, parce que ça coûte cher, l'essence en France. Exactement, c'est des choses qu'on voit pas forcément de suite quand tu te dis tu vas te faire coach sportif, mais ça, si tu as pas mal de clients dans la journée, bah, les temps de déplacement, il faut quand même les compter. Et les exigences du coaching en ligne par rapport au coaching en présentiel, moi, j'avais relevé 2 choses. Déjà, la première chose, je pense qu'il faut être prêt lorsque vous passez en coaching en ligne, et tu me diras si tu es d'accord, c'est la clarté au niveau de la pédagogie à distance. Réussir à expliquer les choses aux gens à distance, à communiquer, à avoir même chose de bon système, de comment tu y délivres, que ce soit avec un tableur, une application, Notion, peu importe, ça doit être fait, tu vois. Ouais. Garder, en fait, arriver à fidéliser ton client parce que tu es en ligne, tu es quand même à distance, et c'est plus compliqué. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner. Je connais beaucoup plus de personnes qui ont leur coach en présentiel depuis très longtemps que de personnes qui ont leur coach en ligne depuis très longtemps. Moi, la personne que j'ai en ligne depuis le plus longtemps, c'est Jamie, ça fait 5 ans que je coach. J'ai Naomi, ça fait 4 ans, Yann, ça fait 3 ans, Vivian, ça fait 3 ans. Tu vois, c'est quand même des grosses durées, mais je connais des personnes qui ont leur coach en présentiel depuis 10 ans. Hein. Ah ouais, non, 100%. Donc c'est vrai que ça, c'est une capacité à développer. Et la deuxième chose aussi que j'ai notée, c'est, et beaucoup ne sont pas éduqués par ça, ou pas encore sensibles à ça, mais il faut, je pense, en 2025, et j'ai fait des vidéos justement sur les outils, mais c'est la maîtrise d'outils simples. Que ça soit une application de coaching, WhatsApp, les réseaux sociaux, ces choses-là, c'est des choses à maîtriser, on est d'accord. Ouais, puis que ça reste simple en fait, que ça soit des outils que votre coaché utilise par exemple au quotidien déjà. Ça sert à rien de passer sur du Slack, du Telegram, des trucs un peu complexes. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que la simplicité, c'est le mot d'ordre à tous les niveaux. Et aussi, il faut que le coach soit sensible à ça, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont pas formés à la technologie. Je connais des coachs avant de lancer le mastermind, ils n'avaient pas d'ordinateur pour beaucoup. Ouais, mais tu vois, c'est souvent quelque chose, on se rend pas compte, mais c'est... si t'as un iPad, ça pourrait aller, mais en vrai, c'est relativement obligatoire aujourd'hui d'avoir un ordinateur. Ou du moins, c'est toujours mieux. C'est quoi les pièges fréquents des coachs qui transitionnent du présentiel au distanciel, selon toi? Qui font la transition peut-être trop tôt. Ouais, c'est-à-dire alors peut-être qu'on va pas être d'accord sur ce point-là, tu vois. Mais on en a débattu un peu tout à l'heure. Ouais, on en a débattu un petit peu tout à l'heure, mais je dirais que, par exemple, une personne qui vient d'être diplômée, il y a beaucoup de personnes qui, de suite, vu qu'ils se font alpaguer par cette fausse croyance du coaching en ligne, que tu peux bosser 2 heures, machin, etc. C'est magnifique, tout le monde a envie de faire ça. C'est vrai. Donc on te vend ça dans l'idée. Donc ils vont se lancer dans le coaching en ligne, qui vont se confronter à la réalité du coaching en ligne, et qui n'auront peut-être pas non plus exercé, tu vois, en présentiel, peut-être pas apporté de résultats clients déjà auparavant. Je pense qu'il faut arriver armé, en fait, quand tu veux te lancer en ligne, avec déjà un peu de témoignages, un peu de résultats, un peu de choses déjà sur la partie délivrabilité, et après être prêt aussi à se confronter à la réalité du coaching en ligne, que ce soit sur l'acquisition, que ce soit sur la création de contenu, que ce soit sur toutes ces choses que tu n'as pas forcément besoin de faire en présentiel. Je pense que le présentiel peut être très très formateur, que ce soit d'un point de vue pour apporter des résultats à tes clients, mais aussi simplicité d'acquisition et de vente, tu vois, pour aller chercher de nouveaux clients. Ça peut l'être. J'irais juste dire que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, non, mais c'est pas obligatoire. En fait, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que je suis aussi biaisé parce que j'ai vu de nombreux coachs qui n'ont fait que du coaching en ligne et qui sont excellents. Oui, voilà, t'en as qui réussissent direct, etc. Mais je suis d'accord que c'est peut-être plus compliqué parce qu'en même temps, ce qui est relativement facile, c'est que vous avez, quand vous coachez en salle, en présentiel, vous avez accès à plus de gens. Potentiellement, vous pouvez avoir plus de clients plus rapidement qu'en ligne. Et du coup, plus de clients plus rapidement, plus de résultats. Ensuite, ça sera plus facile de marketer votre coaching en ligne si vous avez déjà eu des résultats avec du coaching en présentiel. Par exemple. D'accord. Un autre piège personnellement que je vois, c'est les personnes justement qui copient le modèle one-one, c'est-à-dire sans valeur ajoutée. Qui copient le modèle du présentiel. Voilà, les personnes qui vont faire des visios, qui vont faire des appels toutes les semaines et des visios, ça marche pas comme ça. Ou du moins, vous allez être autant limité qu'en présentiel, si ce n'est pire, car en plus de vous faire harceler d'appels peut-être ou de messages, vous allez en plus devoir faire des visios et c'est pas faisable. Exactement. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut craquer en fait et arriver, tu vois, à un point de saturation. Je pense que le deuxième piège, ça serait de ne pas avoir de niche en ligne. Ouais, on en discutait aussi tout à l'heure. En vrai, on est relativement d'accord qu'en ligne, t'es obligé. En ligne, t'es obligé. Je dirais même pas niche, je dirais sous-niche aujourd'hui. En fait, le marché a tellement été poncé que les gens sont peux plus juste habitués. dire perte de gras. Voilà, exactement. Chose qui est faisable en présentiel. En présentiel, vous êtes limité plus par les zones géographiques. Parce que les gens, ils vont pas faire 5000 km pour faire une séance en présentiel. Exactement. Donc, en présentiel, je dirais que ça suffit de se nicher sur le type de service. Donc, par exemple, perte de poids ou prise de masse, si on veut vraiment se spécialiser.
Mais par contre, en ligne, avec toute la concurrence qu'il y a, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui font de la publicité, on voit beaucoup de personnes qui créent du contenu, tout le monde est pareil, tout le monde est des copycats de chacun, ce que j'appelle des copycats, c'est des copies conformes, en fait. Copies conformes. Et du coup, en effet, si vous ne vous nichez pas, du moins si vous êtes personne, surtout dès le départ, si vous ne vous nichez pas pour un problème précis, douloureux, et que vous ne devenez pas l'expert de cette niche-là, ça va être très compliqué de performer en ligne. Spécialiste. J'aime pas dire expert. Spécialiste, expert. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais j'ai eu un débat récemment parce qu'on m'a dit, j'avais eu Roby sur le podcast et il me dit, t'es un expert. Je lui ai dit non. Et c'est comme j'ai eu sur un podcast quelqu'un que tu connais pas, qui s'appelle Dr Mark Slavin. Je lui demandais, est-ce que vous êtes un expert? Il me disait non. Comme Tom Purvis l'aurait dit, en fait, c'est un débutant, mais quand il dit c'est un débutant sur l'échelle des experts. Donc c'est l'expertise, je pense que pour moi, l'expertise, il faudrait que tous mes pairs soient d'accord avec le fait que l'expert, c'est moi, tu vois. Je pense que moi, je le vois comme ça. Après, il y a certaines personnes qui considèrent l'expertise, c'était comme un nombre d'heures de pratique. Ça, je trouve ça un peu bizarre, parce que tu pourrais lire pendant 10 000 heures un livre sans l'avoir compris, tu serais pas expert. Mais on est d'accord. C'était juste pour revenir sur la terminologie d'expert. Voilà. Mais par contre, je suis d'accord avec ce que tu dis, de devenir spécialiste de sa niche, et moi j'aime bien utiliser le mot, et devenir la figure d'autorité dans sa niche. Devenir la personne où, lorsqu'on dit, préparation pour la compétition de bodybuilding dans la catégorie men's physique, et j'en sais rien, on cite telle personne. Par exemple, moi, si vous me demandez qui est l'expert de la préparation en men's physique, machin, je cite un mec qui sur Instagram, vous pouvez regarder, il s'appelle Cuts. Pour moi, c'est en termes de résultats, c'est le coach, tu vois, qui a le plus réussi dans cette catégorie-là. C'est l'expert de sa niche, spécialiste de sa niche. Figure d'autorité de sa niche. Ça fait sens. Et ce que tu dis, c'est vrai, ce que tu dis sous niche, c'est vrai que la niche perte de poids, ça fonctionne plus assez. Par exemple, parce que c'est juste trop vague. Tout le monde veut perdre du poids. Mais perte de poids pour femmes postpartum, ça, c'est une sous-niche. Exactement. Par exemple, tu vois, j'ai un coach qu'on a positionné sur les diabétiques, sur les femmes diabétiques qui veulent perdre du poids. Il est seul sur ce marché, c'est une figure d'autorité et il a explosé, tu vois. Et pareil pour femmes ménopausées, bref, toutes ces choses-là. Parce que c'est des niches suffisamment précises et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et même chose. Et parfois, des gens dans le mastering me disent « Ouais, mais moi, je fais du contenu, j'arrive pas à devenir une figure d'autorité. » Je pense qu'il y a une chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que ça prend du temps. Alors, si on passe par du contenu si on passe organique. Oui, mais du coup, ça serait devenir une vraie figure d'autorité. Parce que selon moi, exactement. Si juste tu bombardes les gens de pub, ils voient que toi, t'es une figure d'autorité sans l'être. T'es la personne qui voit le plus, t'es pas l'autorité dans le domaine. Je suis un peu partagé avec ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens, c'est une figure d'autorité, ça devrait être quelqu'un où n'importe qui l'a en tête. Alors que bien sûr. si on parle de quelqu'un qui a été exposé à de la pub sponsorisée, c'est juste la personne qui l'a. Tu vois, c'est pas la même chose. Mais on voit ce qu'on veut dire. Donc ça, c'était le deuxième piège. Le troisième piège que j'avais relevé personnellement, c'était les gens qui s'éparpillent. Trop de plateformes, trop d'outils au démarrage. Tenter de faire trop de choses, tenter d'avoir... Même chose, je sais pas si tu l'as déjà vu, je sais pas ce que tu conseilles toi à tes coachs, ceux qui ont trop d'offres en ligne. Alors moi, je conseille qu'une seule offre, un problème précis. Voilà, on est d'accord. Faire une douleur, tu résous cette problématique, tu as une seule offre. Par exemple, moi je trouve que les coachs qui font du coaching que nutrition ou coaching que nutrition training, pour moi je trouve pas ça productif, je trouve ça contre-productif. Pour moi, c'est tu devrais avoir une offre, un message clair. Exactement. Ok, ça on est d'accord. Super. Non, mais c'est vrai, je l'ai dit encore... J'ai dit récemment en vidéo YouTube, je dis arrêtez de faire des offres à temps, déjà vous embrouillez tout le monde, et puis même chose. Charge mentale. La facteur décisionnel. C'est plus dur de faire une décision quand vous avez plusieurs propositions. Exactement. Donc si tu n'as qu'un choix, tu vas faire le choix. Ça va amener que du négatif, que ce soit dans la vente, que ce soit lorsque vous allez croître aussi. Beaucoup de charge mentale parce que vous allez plus savoir si ce mec-là est sur cette offre-ci, etc., etc. Enfin, même d'un point de vue tracking, je pense que ça amène que du négatif. Alors notre problème, et là je pense qu'on peut en discuter, c'est de sous-estimer la composante marketing. Alors, par marketing, on pourrait mettre la pub sponsorisée, mais on va en parler après. Surtout, ce que j'entends, c'est contenu, email, preuve sociale, alors que ce soit email, lead, peu importe, DM, Instagram. Parce qu'il y a beaucoup de coachs aussi qui se lancent en ligne, et peut-être qui passent en présentiel. Ça, tu me diras si toi, tu le vois chez les coachs qui passent de présentiel en ligne. Mais moi, ce que je vois, c'est beaucoup de personnes qui se coachent en ligne, pensent que, miraculeusement, ils ouvrent un compte Instagram, ils font 2 posts, et miraculeusement, les gens vont arriver. Et il y en a certains... Après avoir fait 5 posts qui me disent « Je comprends pas, j'ai pas d'abonnés ». Ou qui font des trucs avec une qualité éclatée. Et qui arrêtent. Et qui me disent « Je comprends pas, ça marche pas ». Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, essaye pour de vrai. Ça, on en a parlé. Essayer pour de vrai. C'est quoi essayer? Essayer pour de vrai, c'est déjà prendre, je pense, une période de temps définie où tu te dis, tous les jours, si tu te bases sur une stratégie d'acquisition organique, si on prend l'organique, tous les jours, je teste ça, c'est-à-dire je poste, et je fais le point au bout d'un mois. Ou plus. On voit. Oui, ou plus. Mais je veux dire, on prend une période donnée, on teste vraiment. On s'investit, il y a de la discipline.
Et contrairement à ce qu'on pense, quand on débute surtout, et quand on n'a pas d'abonnés, la quantité, c'est très très important. Ouais. Parce que, alors c'est Tim qui me l'a dit l'autre jour, mais collègue à nous. Mais je crois que c'est Alex Hormozy qui a dit ça. Quantity negates luck. Ouais, c'est exactement. vous enlevez la chance si vous avez tellement de quantité, parce que les gens seront tellement exposés à vous qu'il y en a certains qui louperont vos posts, etc., etc. Le fait de mettre un maximum de quantité, ça augmente le facteur. En fait, ça augmente limite, parce que negates luck, oui, mais ça augmente le facteur chance qu'il y a un contenu, par exemple, qui perce, entre Ouais, guillemets. exactement, parce que vous allez tester plein d'angles différents, plein de choses différentes, plein de formats différents, et forcément, ça va, au bout d'un moment, vous allez avoir quelque chose qui fonctionne mieux que les autres, et du coup, l'exploiter Et il y a beaucoup pleinement. de coachs aussi qui passent en ligne et qui me disent Louis, j'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux. T'en penses quoi, toi? Bah, te lance pas en ligne, tout simplement. C'est Mais- juste mais- que chacun mais est... c'est Aujourd'hui, si tu fais pas de contenu, que ça soit du contenu ads, donc publicité sponsorisée, ou du contenu organique, bah, c'est très compliqué en soi de faire... Je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est impossible. C'est très rare. En Tu fait, peux faire du coaching en ligne, mais... Et même le Ça va contenu être qu'on compliqué, appellerait, je pense. faceless, tu sais, sans ta tête, ça marche pas. Hein. Pour du coaching, t'as besoin d'avoir une relation de confiance avec la personne et de montrer ta tête. Alors, ça dépend. Après, j'en ai vu qui fonctionnait. J'ai quelqu'un dans ma formation, dans le mastermind. C'est une fille, elle fait beaucoup de contenu sur Instagram, mais elle a jamais montré sa tête. Ok. Ouais. Et elle a plus de 100 000 abonnés. Mais Et ça justement, marche très très bien. tu vois, moi j'ai quelqu'un aussi qui aide les personnes musulmanes. Oui. C'est une personne qui ne se montre absolument pas, qui parle Ah bah. qu'à cette niche et elle fait beaucoup d'oseille, tu vois. Elle fonctionne très bien. Et je prends l'exemple aussi parce que j'avais monté une boîte de coaching en ligne qu'on a déléguée aussi à Metabofit. Et en gros, notre figure, c'était jamais nous sur les posts, c'était des acteurs UGC qui représentaient la marque. Mais c'était des personnes quand même. C'était quand Moi, même des personnes. c'était pas du faceless. Tu parles vraiment du faceless. Moi, je parle vraiment du faceless. Ok. Et je pense que ça, c'est dur. Par Ouais, c'est exemple, très compliqué. par exemple, les Ouais, gens c'est qui très, pensent très que juste en faisant des carousels éducatifs, Non, c'est bon. voilà, ok, on est d'accord. Bah, Mais ça, En l'occurrence, fais ça pour avoir une vitrine Instagram et après fais de la il y publicité. a toujours l'exception qui confirme la règle. Et après Mais fais de t'as la compris. publicité. Mais la pub sponsorisée sur du carrousel vraiment éducatif, je pense Non, que c'est non. un peu. Ouais, on est d'accord. Alors attention, il y a boost de publication et vraie publicité. Voilà, moi je parlais hein, de c'est boost de différent. publication. Ouais, Ça, non, on est d'accord. ça Ça, on en sert à parlera après. Exactement. Putain, ça fait déjà pas mal d'erreurs. Et ensuite, il y a deux autres erreurs que j'ai relevées. Les tarifs déjà incohérents souvent. Ouais, c'est vrai. Brader. Souvent, on se Copier brade. le présentiel sans adapter l'offre, ces choses-là. Il y a des coachs qui se bradent, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout coûte cher. C'est-à-dire que si vous vous bradez vraiment, vous ne pourrez pas vivre de votre métier passion, en fait. Bah, ça, et puis ça va amener encore une fois que du positif, du négatif. Dans le Parce que sens où... t'emmèneras des mauvais payeurs. Voilà, exactement. Des mauvais payeurs, des clients plutôt chiants, désolé du terme, mais des clients chiants qui vont toujours essayer de te négocier, qui vont toujours te dire là, je pourrais pas être là, ou je vais pas pouvoir payer ce mois-ci, est-ce qu'on peut reporter ou décaler l'échéance? Oui, des mauvais payeurs, en fait, tout simplement. J'ai fait la Et- définition du terme, mais en soi, c'est exactement ça. Et souvent, c'est vrai que, alors c'est bête à dire, mais vous le remarquerez, peu importe ce que vous vendez, peut-être qu'il y a des personnes d'ailleurs qui nous écoutent, qui font pas du tout ça et qui sont juste Ouais. passionnés de musculation et qui écoutent ça parce qu'ils aiment écouter mes podcasts, ce que je peux comprendre. Mais non, et qui se disent, putain, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, non, le prix, ça impose le respect. Tu respectes souvent plus quelque chose qui est cher. Je sais pas, si demain t'achètes une Casio à 50 € et si t'achètes une Rolex à 10 000 €, la montre, t'inquiète pas que tu vas pas faire attention de la même manière à ton poignet. Exactement, mais c'est quand même corrélé vachement à la valeur, Et à la valeur perçue. Et puis à l'éducation aussi de la personne. Ouais, c'est un aussi. facteur, c'est un autre facteur, mais il y a beaucoup de il y a des personnes, par exemple, qui n'ont, et ça je le conçois, il y a des personnes qui, je sais pas si demain vous touchez le SMIC, c'est environ quoi, 1200 et quelques euros Mhm. net par mois. Ça doit être à peu près ça. Vous pouvez pas, quand vous touchez 1200 et quelques euros net, mettre 250 € par mois dans un coaching. Ça dépend des charges, mais non, oui. non, mais non, si on parle vraiment d'un SMIC, du moins c'est très rare. Si on parle d'un SMIC où tu dois payer ton appart, tu dois payer tes factures, Ouais, voilà, ouais. ou du moins sinon, Parce que ok, t'as un tu peu payes d'argent de 250 € côté, par mois, mais tu mets 0 d'argent de côté. Oui, voilà, c'est ça. Ok, là je peux concevoir que ces personnes, peut-être qu'elles ont beaucoup de bonne volonté, mais elles peuvent hélas pas payer. Bah, tu sais, Mais t'as c'est pour toujours ça des... qu'aussi, voilà, non, mais c'est pour ça aussi que je pense que la question de pas payer cher et de bien traiter son coach, c'est aussi une question d'éducation et de respect. Ouais, exactement. Ça, c'est encore autre chose. Et surtout que se brader ne va pas forcément... Parce que souvent, on fait ça pourquoi? Parce qu'on manque de clients. Du coup, on se dit, Voilà, c'est vrai. je vais baisser mes tarifs pour attirer plus de monde. Mais en fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Dans le sens, ce qui va t'amener du monde, c'est ta stratégie d'acquisition. C'est vrai. Que ce soit de l'organique, que ce soit de la publicité. C'est vrai. Si ça, c'est pas maîtrisé, baisser tes vrai, prix c'est ne va vrai, pas c'est vrai. forcément te permettre d'attirer des clients. Et la dernière chose que je vois, et c'est une erreur, et c'est ce que j'ai tenté de résoudre avec le mastermind, c'est ce que toi aussi tu fais avec ta formation, mais c'est les coachs qui passent en ligne et qui s'isolent, qui n'ont pas de soutien extérieur, qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas de mentor, qui ne font pas de formation, qui essayent de faire la même chose que ce qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé le mastermind, ça peut vous aider, j'ai mis le lien dans la description.
Et c'est, je pense qu'avoir une communauté de gens engagés, toi, c'est ce que tu fais dans ta formation, c'est ce que je fais aussi dans le mastermind, c'est des lives, par exemple, de groupe. C'est des lives de groupe où vous avez une interaction avec la personne qui vous mentor, avec la personne qui vous aide. On fera d'ailleurs sûrement des lives avec Tom dans mon mastermind, n'est-ce pas, Tom? Avec non, plaisir. c'est ce qu'on avait dit. Non, mais c'est pas ça, je dis pas ça en le prenant de court. Mais justement, parce que le but, c'est d'avoir une communauté de personnes engagées dans la même direction que vous. Et même nous, on a eu des mentors. Tu as eu un mentor. Exactement. J'ai un mentor. J'ai eu des coachs. Tu as peut-être sûrement eu des coachs. Faut toujours se faire accompagner. En fait, faut accepter le fait de devoir aussi investir dans son éducation. Et c'est parfois des personnes qui justement transitionnent en ligne, qui elles pensent que vu que c'est en ligne, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de charge, y a rien. Mais le problème, c'est que quand vous vous isolez, vous réussissez pas à grandir. Il y a l'expression qui est bête, et je déteste les proverbes comme ça, mais tu sais, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais moi je pense qu'ensemble on va plus vite et plus loin. Parce que quand tu as des personnes qui t'expliquent les erreurs qu'ils ont faites à ne pas faire, qui te donnent leurs conseils, et c'est justement ce qu'on a nous dans le groupe Mastermind, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Il y a d'autres personnes qui répondent d'ailleurs souvent avant moi. C'est souvent des bons conseils. Et c'est le partage d'expérience également qu'il faut valoriser. Ouais, se prendre des raccourcis. Mais je pense que c'est une erreur, hélas, que beaucoup font. Exactement. Et par rapport justement, si on parle de transition toujours présentielle, distancielle, qu'est-ce qui fonctionne selon toi? C'est quoi ce qui fonctionne pour réellement qu'un coach transitionne d'une manière réussie du présentiel au distanciel? C'est quoi le système? C'est qu'est-ce qu'il faut faire? D'un point de vue acquisition, tu veux dire? Moi, je dirais c'est d'avoir déjà la bonne stratégie. On se lance pas en présentiel comme on se lancerait en ligne. Je pense qu'en effet, quand tu veux te lancer en ligne, il faut déjà que tu aies, mine de rien, une petite carte de visite, j'appelle ça, sur ton digital, ce qui est ton Instagram. Parce que moi, c'est vrai que je conseille vivement de la publicité parce que ça te permet de suite en fait, de faire la transition et de péter, et c'est prédictible. De suite, quand tu es personne, quand tu n'as pas de communauté, parce que quand tu fais la transition soit du présentiel ou en ligne, tu as été à fond dans le présentiel, donc tu n'as pas mis les efforts sur la création de ton contenu, sur la mise en place d'un Instagram, etc. Donc tu le fais souvent quand tu veux te lancer en ligne. Tu es personne, tu n'as pas de communauté. Donc je conseille souvent de passer par des stratégies d'acquisition comme de la publicité, ce qui va te permettre de suite d'envoyer bien. Par contre, le contenu peut être intéressant, notamment en rassurance. C'est-à-dire qu'une personne qui va te découvrir via de la publicité peut retomber sur ton Instagram et donc voir quelques contenus, voir que tu coaches, voir que tu as des témoignages, voir toutes ces choses, et là, ça va la rassurer. Donc je dirais qu'en vrai, pour préparer cette transition, c'est quand même mine de rien d'avoir un profil Instagram. Pas forcément de faire du contenu tous les jours, du moins c'est mon point de vue, mais d'avoir quelques posts témoignages, d'avoir quelques posts qui vous présentent, qui permettent de montrer que, que vous êtes légitime, et après avoir une stratégie d'acquisition basée sur de la publicité pour de suite en fait avoir du client. Je peux m'accorder avec ce que tu dis. Et je pense justement qu'après, même chose, avoir une réelle stratégie de contenu organique, ça serait important. Savoir ce que vous devez faire, et le but aussi, c'est pas poster pour poster, c'est avoir un objectif dans ce que vous postez. Et je le dis souvent, il y a 3 types de contenu. Il y a le contenu pour faire grandir votre compte, ça serait peut-être un peu parfois suivre les tendances, ces choses-là, et ça fonctionne bien pour attirer beaucoup de gens. Il y a le contenu vraiment pour éduquer et changer un peu la perspective des gens. Et il y a du contenu qui serait purement de conversion. C'est souvent ce qu'on a. Et ensuite, également, bien faire attention à une chose, et là, parce que toi, tu parles de l'acquisition, moi, si je parle de parce que moi, mon domaine d'exercice, c'est plus la délivrabilité du coaching. Ouais, carrément. Avoir un réel système. Avoir un système d'onboarding. Une fois que la personne rentre dans votre coaching, OK, comment vous faites son programme? OK, avoir quelque chose de structuré, avoir quelque chose de structuré pour les check-in, avoir un système de communication structuré, c'est OK. C'est ce que j'aime bien appeler un access stack, c'est la manière dont la personne a accès à vous. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre que toutes les personnes puissent vous appeler, puissent vous envoyer des messages 24 sur 24. Et peut-être qu'il y aura justement différents access stacks. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un groupe? Est-ce que vous avez un appel de groupe? Est-ce que vous avez des appels une fois par mois? Est-ce que, tu vois, réussir vraiment à définir ça. C'est cadrer, en fait, sa delivery. Et ça, il faut le faire vraiment avant de commencer. Parce que les personnes qui go with the flow, qui vont avec comme le vent les mène, souvent, c'est à risque. Je pense que moi, je suis parti... Alors, je vois très bien ce que tu dis, mais je suis quand même partisan du vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ah, mais ça, je suis d'accord. Ah non, je suis d'accord. Pour tester un marché. Voilà, et je suis d'accord, il faut ajuster en fonction. Et justement, c'est ce que j'ai noté ensuite. Après, c'est une leçon, parce que si demain tu fais un flop, tu as le feedback, tu sondes ton audience et tu reconstruis par-dessus ça. Ouais. Par exemple, tu vois, moi, ce que je conseille vivement, parce que je les conseille sur la création de l'offre, comment définir une niche, créer une offre par rapport à cette niche-là, etc. Toi, ça va plutôt être sur la delivery aussi. C'est de partir avec ce que j'appelle une offre MVP. C'est Minimum Viable Product. En gros, c'est ce qui va te permettre de tester ton marché rapidement et d'avoir un minimum de résultats à tes clients. En gros, qui te permet de démarrer. Et cette offre-là, en fait, tu vas la faire évoluer au fur et à mesure avec les feedbacks de tes clients. Tu vas l'alimenter en fonction de ce qu'ils te disent, etc.
pour avoir encore plus de résultats. Mais une fois que tu as validé le marché, parce que si tu passes trop de temps, ça c'est une erreur aussi, c'est une erreur. Si tu passes trop de temps sur la création de ton offre au début... Et que tu la vends pas. Et que tu la vends pas, et que tu es là. Et en fait, c'est ce que j'appelle de la branlette intellectuelle. Dans le sens où les personnes passent énormément de temps sur ça, ne lancent jamais, et que lorsqu'ils lancent au bout de 6-7 mois, finalement se rendent compte que leur offre ne colle pas au marché, et du coup ont perdu c'est de la productivité, c'est de la procrastination par productivité. Ouais, de la branlette intellectuelle. Ouais, non mais en fait, c'est-à-dire que vous pensez être productif en créant quelque chose, mais vous procrastinez sur d'autres choses qui vous permettent réellement d'avoir des résultats. Mais moi, je suis d'accord. Et je pense que tous les deux, peut-être ton offre, depuis les années où tu accompagnes, elle a évolué. Elle fait qu'évoluer. Moi, le mastermind, ça fait que évoluer. Et le mastermind, je l'ai souvent dit, quand j'ai vendu le premier mastermind, le mastermind de base, maintenant, c'est 6 niveaux et c'est la première expérience d'éducation francophone gamifiée dans le milieu du fitness et de la nutrition. Mais de base, le mastermind, c'est 12 semaines. Et sur les 12 semaines, quand je l'ai vendu, il y avait que 4 semaines qui étaient prêtes. Okay. Bah ouais. Parce que je voulais voir si ça allait marcher. Ça a très bien marché. J'ai eu de la chance et justement, ça m'a motivé à ce que le contenu soit encore meilleur. Et aujourd'hui, il y a des centaines de coachs qui l'ont fait. Offre MVP. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, on est totalement d'accord là-dessus. Et donc, rapidement, c'est quoi les premiers pas? Là, quelqu'un qui veut se lancer, il est présentiel, il se dit, OK, j'écoute le podcast, Tom et Louis, ils disent que la vérité, ils font que dire la vérité, ils disent tout le temps la vérité. C'est vraiment incroyable à quel point c'est des hommes vrais finalement, et des hommes honnêtes et francs et sincères. Sûrement, il y a beaucoup de personnes qui se disent ça en écoutant ce podcast. et ils se disent, c'est quoi les premiers pas concrets à faire? Pour se lancer en ligne. Ouais, premier pas... bosse sur tes fondations. Voilà. Moi, je dirais fondation solide avant de parler acquisition. Donc, fondation solide. Clarifier l'offre. Voilà, exactement. C'est déjà savoir ce que tu vas vendre, à qui tu vas le vendre, combien tu vas le vendre. Et ce que tu vas minimum délivrer. OK. Offre MVP. OK. Ensuite... Une fois qu'on a ça, il va falloir forcément proposer cette offre et la mettre tous les jours devant les yeux des bonnes personnes. Et est-ce qu'avant ça, on n'irait pas faire une petite présence minimale en ligne quand même? S'assurer déjà avoir avoir un profil pro, quelques posts de valeur, quelques posts témoignages déjà de gens que tu as eu en présentiel. Moi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça fait sens avec l'acquisition. C'est-à-dire que tu as ton offre, après tu passes à l'acquisition, c'est-à-dire mettre cette offre devant les yeux des bonnes personnes. Là, tu peux commencer par créer un petit Instagram, mettre quelques posts qui vont rassurer une personne, passer de suite en stratégie d'acquisition via de la publicité, parce qu'il n'y a que ça qui te permet que ça tourne en automatique, c'est quand même prévisible, tu peux te projeter. Bref, ça te permet de lancer surtout rapidement et d'avoir des résultats rapidement. Donc, publicité, tu confrontes cette offre au marché et de suite, en fait, tu as du rendez-vous. Ça te permet de tester rapidement. Tu prends tes rendez-vous, tu closes direct dans la semaine. En fait, c'est mathématique. OK. Ensuite, je pense que j'irais dire aussi déjà savoir se servir des bons outils, c'est-à-dire Zoom ou Google Meet, WhatsApp ou Telegram. La base. Et ensuite Google Sheet, Google Doc ou une application de coaching suivant ce que vous préférez. Mais restez très simple. Pareil en outils. Ouais, voilà. En outils, ça sert à rien de partir de suite, d'anticiper les choses. Parce que je vois plein de coachs aussi qui ne lancent pas, qui disent qui anticipent les problèmes ou qui anticipent. Il me faudrait plutôt tel outil, ou ça, attends, je vais regarder un petit peu. Mais lance-toi, en fait. Lance-toi avec un Google Sheet, lance-toi, tu sais délivrer des clients, tu sais délivrer tes clients, tu sais apporter du résultat. C'est vrai. Lance-toi, et plus tard, en fait, c'est qu'une question de feedback, encore une fois. Confronte-toi au marché, et après, si tu veux passer sur d'autres outils, parce que ça peut te faciliter la vie, c'est à ce moment-là que tu les mets en place. Est-ce que tu conseilles dès le début d'avoir un lead magnet ou quoi? Oui, alors, je sais pas si on peut appeler ça lead magnet, en vrai. Si. Moi, ce que je conseille, en fait, c'est le funnel VSL. Donc, funnel, c'est un tunnel de vente. C'est forcément, c'est ce qu'on met en avant dans la publicité. C'est-à-dire que tu as une publicité qui s'adresse à ton public cible. Dans cette publicité, tu vas cibler la problématique, tu vas apporter un petit peu de valeur et dire qu'en gros, tu as la méthode et que pour qu'ils puissent accéder à cette méthode, va falloir qu'ils cliquent autour de cette vidéo. Qui réserve un appel? Non, pas de suite. Ah non, c'est qui cliquent autour de cette vidéo. Et en fait, en cliquant autour de la vidéo, toi, tu vas leur donner accès à cette vidéo qui explique ta méthode. Donc, c'est une VSL, une vidéo sales letter, une vidéo de vente. Mais pour leur donner accès, il va falloir qu'ils rentrent leurs coordonnées. Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Ce qui fait que tu vas récupérer les coordonnées de cette personne-là. Et ta vidéo éducative, ta VSL, va tout faire, si tu veux, pour convertir cette personne à ton propre mécanisme. Et lui faire comprendre que tu es le meilleur, en gros, pour l'aider. Et à la suite de cette vidéo, la personne peut prendre rendez-vous avec toi. C'est là où elle prend rendez-vous avec toi. Mais toutes les personnes, admettons, qui n'ont pas pris rendez-vous de suite, ça, c'est ça, avoir des rendez-vous en automatique. Toutes les personnes qui n'ont pas pris rendez-vous de suite, on va les appeler, ou alors, parce qu'on a capturé leur email, leurs coordonnées, donc numéro de téléphone, on va les appeler et les placer en rendez-vous. Ou alors via de l'email aussi, chose que tu fais aussi en vrai via de l'email, on éduque via de l'email. L'email, éducation, on renvoie, c'est pas la même chose, mais oui, c'est ça peut être deux axes. On capture un email, ça peut être via de la newsletter, ça peut être via des séquences aussi orientées conversion, orientées marketing, qu'on essaye de récupérer cette personne pour qu'elle prenne un rendez-vous avec nous, tout simplement. Ok, donc ça c'est ce que tu ferais.
Moi, c'est Moi, ce je que dis que fais. c'est un bon conseil. Je dis pas que c'est ce que je ferais personnellement, mais je pense qu'on parlera après les différences un petit peu qu'on a. Ouais, ça dépend de Et ta situation. voilà. Et quand tu peux démarrer et que tu as un peu de budget même pour de la pub, ça peut être intéressant. Exactement. Et la dernière chose, je pense, à faire, c'est ce qu'on a dit avant, c'est s'entourer. Avoir un mentor, un groupe de pairs ou un accompagnement pour gagner du temps. Mhm. Le mastermind est là pour vous aider. Le lien est dans la description. Et si vous voulez développer votre acquisition également, le lien est dans la description. Ouais, je mettrai 2 fois mon lien. Non, mais en fait, je pense que c'est important. Après, ça dépend de la situation. Toi, pour le coup, on a la même cible, mais on fait pas la même chose. Ouais, exactement. Et puis, ni au même endroit. Toi, c'est surtout coach en présentiel et ensuite distanciel. Et moi, c'est de la connaissance pure, en plus du business, etc. et des systèmes qu'on met en place. Mais système, j'aime bien ce mot, parce que ça parle de système d'acquisition, voilà, c'est ça, système de délivrabilité, système exactement, de tout, en fait. Mais il faut systémiser ce que vous faites Exactement. pour réussir. Sinon, vous ne pouvez pas réussir sur une grande échelle, ni pendant longtemps. Exactement. Bon, on va aborder, Tom, je pense l'avant-dernier point qui est extrêmement important, l'avant-dernière grande partie de ce podcast. Faut-il investir dans la pub sponsorisée? On a un avis qui est différent mais similaire, je pense. Et on va parler de 3 choses. On va parler de l'organique versus du payant. On va ensuite parler de quand la pub elle devient pertinente selon toi. Tu es un média buyer, tu es expert là-dedans. On va parler des erreurs classiques à... Spécialiste. Ah, putain, merde. Même moi, je me trompe. On va parler des erreurs classiques. Et si tu as des exemples, je sais pas de choses qui fonctionnent. Déjà, organique versus payant, moi, je vais juste définir... Tu chargeras de t'occuper de payant. Ouais. Pour moi, l'organique, c'est la fondation parce que c'est la confiance, le langage client, l'autorité et le coût faible, vu que l'organique, ça ne coûte rien. Du temps. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le payant, tu me diras si tu es d'accord, mais moi, ma définition du payant, ça serait un amplificateur d'un système déjà sain. Du moins, c'est la manière dont j'essaie aujourd'hui de le voir. Oui, ça l'est comme ça dans un sens. Ça peut l'être. Ouais, ça peut l'être. Comme ça pourrait ne pas l'être. Parce que toi, aujourd'hui, c'est quoi, pour toi, c'est quoi du payant? C'est quoi de la pub sponsor? C'est quoi ce que tu fais? Je dirais, pour rester simple, c'est un cheat code qui te permet d'être présent devant les yeux des bonnes personnes tous les jours, constamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, les algorithmes, que ce soit ta publicité sur Facebook, sur Google, peu importe, moi, je maximise sur Facebook. Quand je dis Facebook, c'est Facebook et Instagram. Aujourd'hui, l'algorithme de Facebook, de Meta, vous connaît mieux que votre propre mère, que vos propres parents, en fait. Et donc, si vous voulez, il sait de suite, en fonction du contenu que vous allez proposer, qui le présenter. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous faisiez 1 million de vues sur un contenu organique qui fonctionne bien. Là, en fait, vous le faites, vous l'achetez, vous achetez ce contenu-là, vous achetez cette présence, cette visibilité devant les yeux que des bonnes personnes. En organique, vous n'êtes pas sûr de présenter ça qu'aux bonnes personnes aussi. Voilà. Donc avec la bonne stratégie, c'est vrai que on peut vite cramer du budget en publicité. Si on n'a pas la bonne stratégie, mais si on est bien accompagné, si on sait qu'on a un bon process clair, ça peut être très très bien. Tu t'accorderas que parfois, même quand tu mets de la pub sponsor, t'es pas forcément face aux bonnes personnes, parce que parfois t'as bien des... Oui, non, mais bien sûr. 3 gogoles qui vont commenter PTDR, l'arnaque c'est nul, on est d'accord. Dans le volume, t'as toujours un peu de personnes, voilà, t'as toujours une petite partie de personnes non qualifiées. Mais c'est quand même un cheat code et un accélérateur. Et c'est quelque chose, après, il y a une limite peut-être à la pub où tu t'accorderas avec moi, c'est la question pécuniaire, monétaire. Et tu donnes une fourchette de budget pour quelqu'un, pour se lancer dans plus de sponsor. Une fourchette, ça peut être très large, si tu veux. C'est une excellente question, parce que je vais le séparer en mode présentiel et aussi les coachs en ligne. Non, on parle distance. Vas-y, on sépare, t'as raison. En fait, présentiel, moi, ce que je conseille, et tous les résultats, d'ailleurs, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube tous les témoignages, tous les résultats qu'on a, toutes les personnes que vous voyez. Il y aura le lien de la chaîne YouTube de Tom dans la description et aussi dans la description du podcast pour les personnes qui écoutent. Toutes les personnes que vous voyez, tous les résultats que vous voyez, toutes ces personnes-là sont à 10 € par jour de budget publicitaire, ce qui nous fait environ 300 € dans le mois. Ok, quelqu'un en ligne. Coaching en ligne, on peut tout aussi démarrer avec 10 € par jour. Je pense notamment à une coach que j'ai accompagnée qui s'appelle Bénédicte, qu'on a niché sur les femmes ménopausées. 10 € par jour, ça lui suffit amplement. Elle a des coûts par prospect à 60-70 centimes. C'est-à-dire que tous les 60-70 centimes, un prospect rentre dans sa base de données. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est beaucoup. C'est après donc, encore une fois, juste aussi, note-le pour les gens, il y a certaines personnes qui ont moins de connaissances que nous. C'est pas parce que vous rentrez un prospect que vous rentrez un client. Non, exactement. Il y a des personnes qui n'achèteront jamais rien, on est aussi d'accord. Mais moi, je dirais que le plus important reste le coût par rendez-vous, parce que
plus tu as de rendez-vous, plus tu as de chances de closer, plus tu as de chances de signer du client. Si tu signes pas, c'est juste qu'il faut que tu sois meilleur en vente. Donc ça, on va te rendre meilleur, c'est pas un problème. Bref, pour situer, Bénédicte, elle est à 10-12 euros par rendez-vous. Donc ça veut dire que tous les jours, en fait, elle a un rendez-vous qui est booké. Ce qui lui fait environ une trentaine, entre 30 et 50 rendez-vous dans le mois. Ce qui est énorme. Ne serait-ce que tu en closes à 5% sur une offre à 1000-1500 euros, bah déjà, tu es dans tes objectifs. Bref, pour revenir à la fourchette, je dirais qu'en ligne, il te faut quand même de base un petit peu plus. Minimum 20 euros par jour. Ce qui ferait 600 euros. 600 euros par mois. Voilà. Mais ça peut se faire avec 10 euros par jour. Ça peut se faire avec 10 euros par jour. Tout est une question de bonne stratégie, de bon process, encore une fois. Non, je pense, du coup, on a un point de vue un peu différent. Pour toi, la pub, ça pourrait être la base en soi. Pour moi, la base, pub, ça serait un amplificateur. Moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'est ce qui fonctionne aussi pour tous les coachs que j'accompagne. Mais alors ça, c'est pas une critique que je vais te faire, mais on en a déjà parlé. Est-ce que tu trouves pas que c'est quand même plus dur de devenir la figure de référence de ton domaine lorsque tu dépends de ça? Je dirais que non, parce qu'il y a des très bons exemples sur le marché. Notamment, je pense par exemple au Merle Dubourg. C'est des personnes Quentin et Edouard Merle Dubourg, qui sont sur les thérapeutes, qui accompagnent des thérapeutes, qui dépensent des sommes astronomiques en ads. Tout le monde les connaît. Mais est-ce qu'ils sont pas bons en organique aussi? Ils sont devenus en organique bons que depuis cette année. Chose que je tends à faire maintenant. Et je me rends compte que l'organique est important aussi. Parce que forcément, l'organique va baisser vos coûts d'acquisition. Et va vous faire devenir la figure d'autorité encore plus. Donc, je dirais que oui, c'est compliqué d'avoir une figure d'autorité, d'être la figure d'autorité en publicité. Mais à la fois, quand même, t'es présent, t'es tellement présent, tu les matraques tellement, parce qu'ils te voient tous les jours. Mais il y a quand même une méfiance. Il y a quand même une méfiance, bien sûr, il y a une méfiance. Et puis surtout, nous, les coachs business, on a ce positionnement arnaque, comme on le disait au début du podcast. C'est vrai. Donc forcément qu'il y a une méfiance, et on est entraîné pour ça, pour casser ça lors des appels. Mais de toute manière, c'est dur. Organique ou pas organique, ou paid ads, c'est dur de devenir une figure d'autorité, c'est dur. En fait, c'est dur. C'est du temps et de l'effort. Devenir une figure d'autorité. Et un nombre. Je pensais de réussir. Ah non. Parce que de réussir, en soi, il faut juste pas être feignant, c'est tout. Voilà. Ah non, mais et puis réussir, la définition de réussir, c'est différent pour chacun aussi. Exactement. Si on parle de tirer un salaire, ça c'est facile. Mais devenir la figure d'autorité, c'est dur. Et pour ça, moi, je pars du principe que moi, la stratégie plus que j'ai, et c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien, c'est de partir sur du contenu organique. Et le contenu organique qui fonctionne, on fait du boost, c'est-à-dire que c'est de la publicité sponsorisée, mais c'est juste un contenu qui est boosté, c'est pas une publicité. Et ça renvoie pas, ça ne renvoie pas vers un tunnel de vente, ça renvoie... ça pourrait renvoyer vers... Oui, mais ça pourrait renvoyer vers un tunnel de vente, t'as le choix. Ça peut soit renvoyer vers TDM, soit vers un tunnel de vente, soit vers ton profil. Moi, ce que je conseille à beaucoup de personnes, c'est vous booster du contenu, et pour beaucoup, ça fonctionne, qui renvoie vers votre profil. Les gens s'abonnent à votre profil, vous les éduquez avec votre contenu, et ils finissent par acheter. Et ça peut être bien, par exemple, lorsque vous vendez quelque chose qui est très cher, parce que le mécanisme pour vendre quelque chose de très cher à quelqu'un, parfois, ça peut mettre très longtemps. Parce que c'est la règle Google, on en a déjà parlé tous les deux ou pas? C'est de voir déjà, d'être présent minimum 7 fois. Ouais, c'est ça. Personne te voit 7 fois. Sur 4 plateformes différentes pendant un certain nombre d'heures de temps. C'est pour ça que parfois, c'est pas en voyant une publicité, parfois, que la personne va acheter. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a une différence entre le coût, comme tu disais, par prospect et le coût par rendez-vous. Hier, le coût par prospect, c'est combien? Ça dépend de la niche, mais admettons, sur de la perte de poids, peut-être. La Bénédicte, c'était assez exceptionnel, 60 centimes. Mais... 60 centimes, mais son coût par rendez-vous, il était de 10 euros. Ouais, exactement. Ouais, il y a quand même une différence pour que les gens aussi comprennent. Quand je dis rendez-vous, c'est rendez-vous qualifié. On en annule beaucoup. Voilà. Et c'est du coup du travail en plus. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un profil solide avant de penser aux ads, mais c'est mon avis. C'est ton avis, et moi, je pense que quand tu n'as pas de communauté dès le départ, tu dois envoyer en ads pour aller chercher tes premiers clients. Et du coup, après, on pourrait parler de quand la pub va être bien pertinente. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses, et tu me diras si c'est vrai. Moi, je pense que la pub va être bien pertinente déjà quand vous connaissez votre avatar. Ah oui, c'est indispensable. 100%, si tu connais pas ton quand avatar, vous avez une offre qui est quand même déjà validée. Est-ce que tu penses forcément. Ou pas forcément. Tu penses pas qu'il faut avoir quand même eu quelques retours? Pas forcément. Moi, je dis justement, la pub te permet de tester extrêmement rapidement ton marché, de voir si l'offre plaît, donc de valider le marché, et de tester ton offre comme ça. Moi, je le vois plutôt comme ça. Okay. Après, je comprends totalement le positionnement. Et c'est sûr que si vous l'avez déjà validé via de l'organique, via, de la prospection, peu importe, d'autres méthodes que de l'acquisition payante, c'est sûr que ce sera beaucoup plus simple. Mais pour moi, ça peut se tester aussi via de la publicité très rapidement. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on fait. Ensuite, pour moi, ça devient pertinent aussi quand vous avez le budget nécessaire aussi. Parce que parfois, il y a des gens qui n'en ont pas 300 € par mois. Ah bon, il y en a qui les ont. Il y en a. Et également, quand vous avez déjà un tunnel simple. Alors, je parle pas forcément du tunnel de vente comme ce qu'on l'entend, mais c'est le moyen
de conduire la personne d'un point A à un point B pour acheter. Ça pourrait, moi, je n'ai pas de tunnel de vente, par exemple. Ouais, mais ton tunnel de vente reste Instagram. Mais c'est un tunnel de vente, c'est YouTube, Instagram, liste email, et tout est corrélé pour renvoyer vers un document de vente. Voilà. Et c'est ce qu'on apprend d'ailleurs à faire aussi dans le mastermind dans certaines parties. Mais les tunnels de vente comme ce que tu présentes, c'est par exemple le modèle typique de Russell Brunson, qui fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire, c'est Russell Brunson qui a créé la solution la plus simple pour les tunnels de vente, qui est ClickFunnels, qui aujourd'hui a été copié par d'autres. Mais, avec les webinaires, voilà. Avec les webinaires, avec les webinaires, le VSL Challenge Freebie. D'ailleurs, je crois qu'il a lancé quelque chose de nouveau. Là, il a lancé un nouveau type de tunnel. Je sais pas si c'était Target par CPU à Russell Brunson. La Flywheel. Non, ça c'est moi, ça. Ça c'est moi, ça. Ça c'est moi le Flywheel. C'est pas Russell. Sacré Russell. Quel copycat. Non, je sais pas si t'as vu, je me fais Target en ce moment par Seads. Il a lancé un nouveau truc un peu comme ClickFunnels, mais genre où en fait dans ton tunnel il y aurait plusieurs personnes. Ok. Qui vendent différents services. Bon, on regardera ça plus tard. Ça c'est plus toi qui vas nous en parler. C'est quoi les erreurs classiques à éviter quand tu te mets à faire de la pub? Déjà, c'est de faire une mauvaise pub. Ah, c'est quoi une mauvaise pub? Est-ce que c'est comme le bon et le mauvais chasseur? C'est quoi le bon et le mauvais chasseur? Tu connais pas le bon chasseur? C'est un chasseur, il tire et pas. Et le mauvais chasseur, tu connais pas? C'est un sketch des inconnus. Si, tu connais? Bon, c'est quoi une mauvaise pub? En gros, une mauvaise pub, ça fait référence à ce que tu as dit un peu tout à l'heure. C'est-à-dire bien connaître son avatar client. Si vous ne connaissez pas bien votre avatar client, vous allez faire automatiquement une mauvaise pub qui ne va pas lui parler. Et je dirais plutôt une bonne pub, c'est quoi? C'est quoi une bonne pub? Ouais, voilà. Une bonne pub, c'est quoi? C'est déjà avoir un bon script, si on part sur de la vidéo. Si on part sur de la statique, c'est avoir le bon message. Mais déjà, si on part sur de la vidéo. Et est-ce que ça serait pas du coup un point commun avec un bon contenu organique? Avoir par exemple un bon hook. C'est important le hook dans la pub, surtout. Je sépare ça en 3 grosses parties. Ça va être l'attention, l'éducation et la conversion. En gros, c'est les 3 parties de ta publicité. Dans l'attention, tu vas retrouver quoi? Un pattern interrupt. Ce qu'on appelle un pattern interrupt, c'est interrompre en fait le scrolling d'une personne. Il faut que de suite, en 1 seconde, tu l'interromps. Par exemple, nous, on a des trucs qui fonctionnent bien. C'est la personne renverse un paquet de pâtes, un paquet de riz, comme ça. Tu vois, dans ton feed, tu vois ça, bam, ça te hook. Ok. Tu vois, dans l'attention, mais que ça dure pas trop longtemps. Et juste après, c'est cibler, mettre une étiquette à la personne. Par exemple, vous aidez les femmes à perdre du poids. Ben voilà. Vous êtes une femme de plus de 30 ans qui souhaite perdre du poids. Comme ça, la personne se reconnaît. Et toutes les personnes qui ne correspondent pas à ça vont partir. Ce qui fait que l'algorithme va optimiser que pour ces personnes-là. Parce qu'elle va comprendre que c'est ces personnes-là qui restent sur votre publicité. Donc déjà, si vous captez pas l'attention, vous êtes foutu en fait. L'attention, en fait, c'est... Je sais plus qui c'est qui dit ça, mais en gros, c'est avoir un bon début et une bonne fin. On retient le début et la fin, c'est comme dans un concert. On retient le début et la fin. Le milieu, c'est important quand même. C'est vrai. Le milieu, c'est important. Ouais. Faut pas le rater, donc la partie éducation. Ouais. Mais le plus important reste l'attention. Donc, capter l'attention de la personne avec un bon hook, un bon pattern interrupt, l'éduquer sur votre mécanisme, comprendre en quoi vous êtes différent par rapport à une personne, casser ses fausses croyances, et après, la faire passer à l'action avec un call to action, donc un appel à l'action sur, clique autour de cette vidéo pour découvrir justement comment le mécanisme que je t'ai présenté fonctionne. Donc ça, c'est une bonne pub. C'est une bonne pub. Et tu as un exemple là, réplicable, une pub qui fonctionne? En fait, c'est par exemple, ou par exemple, je sais pas, et tu as un conseil, genre, est-ce que par exemple, je sais pas, les challenges 5 jours gratuits, est-ce que ça fonctionne ça? Extrêmement bien. Ok. Les vidéos témoignages ciblés, est-ce que ça fonctionne bien? Plutôt en retargeting, c'est-à-dire en reciblage, c'est-à-dire pour des personnes quelqu'un qui a déjà été exposé à ta pub. Exactement. Ok. Ce qui est bien avec la publicité, justement, c'est qu'on peut cibler des audiences. C'est-à-dire les personnes qui ont vu ou qui ont failli prendre rendez-vous, mais qui n'ont pas pris rendez-vous. On peut cibler ces personnes. Et par exemple, les pubs statiques, genre avec un message bénéfice, genre dos sans douleur en 8 semaines, ça marche bien ou pas? Non, il faudrait que ce soit plus précis. Enfin, on a un truc qui apporte beaucoup de volume, c'est par exemple, je recherche 12 personnes qui souhaitent obtenir... Ça marche ça marche, vraiment. Parce qu'en organique, je trouve que ça fonctionne, mais en organique, le problème, c'est que vous êtes tellement exposés, du coup, aux mêmes personnes, que les personnes, quand elles voient ça 2-3 fois, elles se disent, le mec, il a toujours besoin de 10 personnes. Après, non, mais ça peut sembler, exact, et ça peut faire, en fait, comme si, il y a beaucoup de personnes, il peut y avoir un décalage, qui pensent que vous recrutez, en fait. Je recherche X personnes, tu vois, qui veulent perdre 7 kilos dans les 3 prochains mois. Je recherche 7 femmes de plus de 30 ans qui ont tout essayé pour perdre du poids, qui n'ont jamais réussi et qui souhaitent perdre 7 kilos dans les 90 prochains jours. Ça, c'est un truc statique qui fonctionne. Voilà, exactement. Ça, c'est typiquement un truc qui fonctionne pour avoir du volume. Ça ne veut pas dire que vous allez... C'est pas qualifié. Alors, dans le volume, il y a du qualifié, mais forcément. Un pourcentage peut-être plus faible que les gens qui ont regardé une pub vidéo. Exactement.
En fait, on combine les deux, tu vois. C'est de la statique avec du message un peu pushy marketing, forcément, qui va t'amener plus de volume, VS de la vidéo, qui, des fois, ça peut te ramener plus de volume, mais qui te ramène en général plus de volume qualifié. Donc, tu combines un peu les deux. Mais voilà, avoir un bon message, c'est qu'on comprenne la promesse, en fait. C'est un peu pareil, c'est l'étiquette, donc qui vous ciblez. Par exemple, sur la statique, vous mettez femme de plus de 30 ans qui souhaite perdre du poids, ou je sais pas, femme ménopausée. Voilà. Vous avez essayé ça, rien n'a fonctionné pour perdre du poids. Alors clique ici et découvre comment ça fonctionne, par exemple. J'en sais rien. Promesse, dire ce qui n'a pas fonctionné, et au moins que la personne puisse s'identifier. Ça reste, tu vois, le principe même. Ok. Très bien. Voilà, maintenant, on sait ce que c'est une pub qui fonctionne. Une pub qui fonctionne, après, du coup, tout ce qui ne fonctionne pas, ça va être l'inverse. C'est genre un truc trop vague, avec des hooks nuls. On comprend rien, c'est pas assez spécifique, c'est pas... Et j'ai vu un gars récemment, et je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que c'est vrai que les pubs moches, ça fonctionne? Ouais, c'est ce qui s'appelle les ugly ads. Genre les mecs, et j'ai vu un mec, il était là en train de parler avec son téléphone comme ça, avec la caméra du coup selfie mauvaise qualité, sous la pluie, avec beaucoup de bruit autour. Et il disait, c'est un ugly ad, machin, et ça fonctionne. Il y a eu une trend en fait cette année, là, surtout en 2025, où ça fonctionnait extrêmement bien. Et après, ça dépend en fait. Tout peut fonctionner, il faut juste tester. C'est la data et c'est le marché qui vous le dira. Ah oui, aussi c'est important quand tu dis 10 € de pub sponsor par jour. Ouais. C'est pas 10 € sur une publicité. Justement, si vous mettez 10 € de budget publicitaire, forcément, il va falloir mettre très peu de variantes. Voilà. Et donne pas de chiffres, donne pas de chiffres budgétaires où tu peux. C'est quoi le maximum de variantes que t'es mis d'ads en même temps? De mon côté? Oui. Et pour avoir une idée aussi de l'effort, parce que c'est dur parce que ça veut dire qu'il y a quand même tout un travail derrière, de script de hook, de travail, etc. derrière, plus d'analyse de données. Combien à peu près Je dirais en même temps qui tourne entre 200, tu vois, et 400. Ads en même temps. Ouais. Et du coup, toi, tu utilises juste Meta Business Suite pour les reviews, manuellement, ou tu as un outil qui te permet d'analyser plus? Alors, il y a des outils qui te permettent d'analyser plus. Moi... toi, après, tu es spécialisé là-dedans, donc je pense Après, moi, j'ai un outil qui s'appelle Eros, qui te permet, en fait, c'est Alex Baker qui l'a fait, tu dois connaître, qui te permet quand même d'analyser plus en détail. Parce que tu as un peu... Attends, ça me dit quelque chose, Alex Baker. Tu as un peu de perdition, en fait. Il a fait quoi, Alex Baker? On regardera après, mais... C'est un très, très grand entrepreneur américain, qui est très, très musclé, d'ailleurs. Bref, qui est parti d'un problème, c'est justement la perdition de tracking, de data, en fait, dans le tracking lors des ads. Parce que vous avez toujours un petit peu de données sur le Meta Business Suite, le Meta Business Manager, qui va vous compter, je sais pas, 15 rendez-vous, alors que vous en avez eu 22, et du coup, il y a une perdition. Et l'outil, par exemple, qu'il a proposé, vous permet de traquer ça. Et de savoir, en fait, exactement quelle publicité vous ramène du rendez-vous. Et donc, vous optimisez sur ce qui fonctionne vraiment. Tu vois, et c'est là où c'est pertinent. Forcément, au bout d'un moment, il faut passer sur ce genre d'outil-là. Donc, imagine 200, mais pour les personnes qui s'imaginent aussi que... C'est aussi pour remettre en place les idées des personnes qui s'imaginent que juste avec 10 € de pub, peut-être ils vont faire 50 pubs et ça va marcher d'un coup. C'est aussi des essais, des erreurs, et c'est de l'ajustement constant, et c'est ta spécialité. Et c'est pour ça que moi, je sais reconnaître ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a testé toutes les niches, toutes les problématiques. C'est comme moi quand je vois des coachs et du coaching, je sais reconnaître déjà quelqu'un qui va échouer ou non. Exactement. Donc en fait, c'est pour ça que 10 € par jour, peut-être que si vous passez par mois, ça va fonctionner parce que je sais en fait vous faire économiser du temps. Si vous testez de votre côté, vous allez vous dire et vous faire une fausse idée que la publicité ne fonctionne pas parce que vous allez avoir de mauvais résultats, mais parce que vous faites les choses mal. C'est la même chose pour tous les produits. Par exemple, moi, il y a des personnes qui choisissent d'autres formations éducatives que le mastermind et qui me disent mais je vais dans ces cas-là, je vais d'abord commencer par ça. Ensuite, je reviendrai vers toi. D'accord, ils vont revenir vers moi, ils auront gâché 2000 € à avoir fait une formation qui ne leur a servi à rien avant. C'est ça. Non, mais tu rigoles, mais c'est ça. Et du coup, c'est ça dans tous les domaines. C'est aussi, et pour les personnes qui écoutent, c'est aussi faire les bons choix au bon moment avec les bonnes personnes qui ont montré les bons résultats. Exactement. C'est quand vous voyez quand même, il y a des choses douteuses à droite à gauche, que vous avez des retours relativement moyens sur des choses à droite à gauche, faites confiance aux personnes qui ont aussi de la bonne preuve sociale. Moi, si je t'invite aussi ici, parce que moi, j'invite que des personnes en qui j'ai quand même confiance et tu as des bonnes preuves sociales. Moi, j'estime avoir de bonnes preuves sociales avec le mastermind et il y a des dizaines et des dizaines de témoignages vidéo. Il y a même des gens qui sont venus ici. Enfin, tu vois, c'est ça. Et le but, c'est aussi de faire de toute façon, la finalité, c'est quand même d'avoir le meilleur produit. Toi, tu t'assures de faire la meilleure formation pour justement au niveau business là-dessus. Moi, je m'assure d'avoir la meilleure formation aussi en termes éducatifs pour les coachs qui peuvent vraiment les aider à tout systémiser même. Avoir quand même des bonnes bases en termes de business. Mais justement, ça reste ça la base de toute façon. C'est s'ils n'ont pas le bon produit, ça sera compliqué. Et justement, ce que j'aimerais, c'est maintenant, en dernière partie, là, qu'on donne les meilleurs conseils qu'on a pour les coachs en ligne. Déjà, toi, ce que tu vois, qu'est-ce que la plupart des coachs auraient eu besoin de savoir avant de se lancer en ligne, que tu vois?
Ou peut-être si tu veux, je commence, comme ça peut t'aider. Vas-y. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer tant que c'est pas parfait. Et un lancement imparfait, c'est toujours meilleur. Et c'est ce qu'on disait juste avant. Moi, je pense que ça, c'est le premier truc. C'est accepter le fait que quand vous avez commencé, les systèmes que vous avez... Ça vaut dans tous les domaines de la vie, en soi. La deuxième chose, je pense que moi, j'aurais aimé savoir avant, mais toi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, c'est choisir relativement tôt sa niche. Et être sûr de ce qu'on va faire. Parce que le problème, c'est... Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça décrédibilisant, les personnes qui changent de niche tous les 6 mois. Forcément. Mais pour choisir une bonne niche, d'ailleurs, qu'est-ce que tu conseillerais? Il y a plusieurs choses qui comptent. Je pense qu'il y a une des choses qui compte, et c'est votre niveau de spécialisation dans ce domaine-là. Parce que j'estime que si vous avez plus confiance en vous lorsque vous parlez de quelque chose, vous serez plus apte à le faire. Si vous choisissez une niche et vous n'avez aucune connaissance de la niche, et on parle des connaissances de la niche, vous n'avez aucune confiance en vous, ça va se voir. Et quand ça se voit, les clients resteront pas longtemps. Exactement. Ça pourrait être, je sais pas, vous n'avez jamais fait perdre de poids à quelqu'un, vous lancez dans une niche perte de poids, vous n'avez pas spécialement de connaissances là-dessus. C'est pour ça que souvent, la meilleure chose, moi, ce que je conseille, c'est de souvent prendre son ancien soi. C'est-à-dire que le coach sportif... Voilà, qui était gros, qui était maigre, qui a fait de la compétition. Exactement. Ça, voilà. C'est une bonne terminologie, ça, l'ancien soi. J'ai fait exprès de te poser cette question pour dire ça, et c'est un conseil que je donne, c'est prendre son ancien soi, parce que vous êtes typiquement la personne qui est dans votre ancienne situation. En fait, vous voit comme l'expert ou le spécialiste, et se projette à travers vous. Donc forcément, vous allez activer ce biais de confiance. Et le plus dur à activer, c'est le biais de confiance pour qu'une personne s'engage avec vous. Ce que je dis, là, c'est totalement vrai. Et c'est le niveau de confiance en vous, quand vous parlez, ça s'entend. C'est si vous parlez de quelque chose, et par exemple, là, quand on fait un podcast comme ça, on doit quand même, quand on doit parler 1-2 heures, on doit avoir confiance dans ce qu'on dit. Si on se permet de faire ça, c'est parce qu'on connaît relativement ce domaine-là, tu vois. Si on n'avait pas confiance en vous, ça s'entendrait. J'en ferai pas de podcast. Voilà, c'est ça. On serait là à faire des réels d'1 minute qu'on retournerait 35 fois. J'en connais. 120 cuts. Voilà, mais vous rigolez, mais c'est comme ça aussi que vous voyez le niveau de certaines personnes. C'est regardez le nombre de contenus qu'ils font et la durée de leur contenu. Parce que là, il y a 0 cut dans ce podcast. Dis pas de dinguerie. mais justement, il y a ça. Et d'ailleurs, pour revenir avant par rapport au lancement imparfait, il y a une bonne citation que j'aime bien de Mark Cuban. Tu sais qui c'est? C'est le propriétaire des Dallas Mavericks. C'est celui qui était Shark dans Shark Tank. Tu vois Shark Tank? Ouais. C'est, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est qui veut être c'est l'émission originale de Qui veut être mon associé, ou Dragon's Den. Dragon's Den, c'est en Angleterre ou au Canada, je ne sais plus. Bref, il est là-dedans. Et il disait, la perfection, c'est l'ennemi de la profitabilité. Smart. Tu dois le lancer, même si quelque chose n'est pas parfait. Et ensuite, au fur et à mesure, vous l'affinez, machin, et voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des personnes soit débiles, qui réussissent mieux parce qu'ils appliquent plus vite que des personnes qui sont ultra compétentes, mais qui se branlent intellectuellement pour lancer. Mais en fait, ce que tu dis, il y a quelque chose qui est valable, c'est valable dans tout. Exactement. C'est valable dans le coaching, c'est valable dans parce que nous, on fait un accompagnement, tous les deux, on fait un coaching en soi, pour les entrepreneurs, les coachs, etc. L'application, c'est le plus important. Appliquer ce que les personnes qui ont fait ce que vous voulez faire, font et vous disent de faire. Pourquoi est-ce que vous achetez des choses qui coûtent cher à plusieurs milliers d'euros, des accompagnements à plusieurs milliers d'euros, que vous n'appliquez pas? Si vous n'appliquez pas, ça ne fonctionne pas. Exactement. Vous êtes le seul responsable de votre échec. Non, mais c'est... De votre réussite aussi. Ne vous plaignez pas des résultats que vous n'avez pas avec le travail que vous n'avez pas fait. Exactement. Mais c'est toujours ça. Mais moi, c'est la limite, ça va m'énerver, en fait. Et je vais devoir te cogner après, pour compenser. Non, mais blague à part. C'est ça. Je suis fou là. Je suis trop fort. Faut savoir. Alors, faut savoir qu'avant ce podcast, on a été s'entraîner à 6h30. On a dormi 4 heures. Parce qu'hier soir, on a été faire un dîner professionnel ensemble. Chez Gigi. Ristorante. Le meilleur italien de Bangkok. Oh, l'affiliation. Non, après, il y a les restaurants de Maxence qui sont excellents. C'est vrai. Mozza, by Cocotte. On lui enverra l'extrait pour lui faire plaisir. mais du coup, l'application pratique de ce que vos formateurs vous disent, c'est plus qu'important. Moi, c'est ce que je l'ai dit dans le dernier podcast alors ça sera peut-être l'avant-dernier, que j'ai fait avec Juline et Roby, élèves de mon mastermind, c'est qui sont venus là en Thaïlande, et d'ailleurs, tu as vu Roby qui est très sympa, avec qui on a fait un paintball.
D'ailleurs, les personnes qui viennent pour le mastermind, on fera un paintball, venez. Comme ça, je vous allume. Voilà. Mais d'ailleurs, non, mais ce qu'on disait, c'était... ce que je disais, justement, c'était... Et je le dis objectivement, et toi, je pense que c'est aussi ça. Il y a des personnes qui font ton accompagnement qui ne vont pas réussir. Est-ce que tu es d'accord? Oui, bien sûr, on a tous des taux d'échec. Mais parce que c'est l'application. Il y a des personnes qui font mon mastermind qui ne réussiront pas parce qu'elles n'appliquent pas. Et c'est pour ça que le mastermind, il y a 6 niveaux. Et le premier niveau, c'est purement, on parle de vente, de création de contenu, etc. Parce que ça, c'est la base. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde. Vous pouvez être un spécialiste en physiologie, nutrition, training, produits dopants, ce que vous voulez. S'il n'y a pas d'application de ce que vous pensez savoir... ça ne peut pas marcher. Arrêtez de penser que ça va marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et surtout, c'est en pratiquant que vous faites fonctionner... que vous appliquez... Vu que vous appliquez, vous pratiquez et vous ne perdez pas les connaissances aussi que vous avez acquis. Practice makes perfect. Exactement. Et Eric Thomas disait « Practice makes permanence ». Ça rend la chose permanente quand vous pratiquez tellement que la chose devient permanente. On va pas s'éterniser là-dessus parce que je pense qu'on va s'énerver. Ça va pas être cool. You owe you. I mean, I owe myself. Oh, putain, le podcast, ça devient n'importe quoi, là. C'est terminé, ça fait plus d'une heure. Non. Okay. Et du coup, l'application pratique. English. Oh, il va être beau, le podcast. Je t'inviterai pour un prochain podcast, on le fera en anglais. Non. Troisième point de ce que j'aurais aimé savoir, parce qu'au départ, quand je l'ai fait, je ne faisais pas ça, et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on recommande, c'est accepter de vendre d'une manière éthique, mais c'est nécessaire. Il y a beaucoup de coachs. Je ne sais pas si toi, les coachs, voilà, ils ont... mais j'ai peur d'annoncer les prix. Tu sais pourquoi ils ont peur d'annoncer les prix? Je traite pas d'objection parce que ça fait un peu forceur. Voilà. Mais pas du tout. Tu es là pour aider la personne. Et ton travail de coach... Ce que je tiens à mentionner quand même, c'est que voilà, pour moi, la vente doit quand même être éthique. Exactement. Personnellement, je n'encourage pas les personnes à faire des prêts à la consommation pour acheter une formation. C'est mon avis. Je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui veulent le faire. Mais moi, je n'irai pas forcer la main jusqu'à demander d'emprunter à ta grand-mère de l'argent. Ça dépend en fait de la situation de la personne, encore une fois. Voilà. Ça dépend de comment c'est amené, surtout, en fait, c'est ça. Mais accepter de vendre, et surtout, ne pas avoir peur du rejet. Justement, les personnes, ils ont peur de dire leur prix parce qu'ils ont peur du non. Vaut mieux repartir avec des rejets qu'avec des regrets. ok, Necfeu. C'est ça, c'est lui ou pas? Je sais rien. Il n'y a pas de Necfeu qui a dit des remords ou des regrets. Il n'y a pas. C'est Tom Léland digital. Necfou. Tarte. Non, mais accepter de vendre. Et accepter de vendre en appel et pratiquer et justement, pratiquer, parce que plus vous pratiquez, plus vous aurez confiance dans votre produit, dans votre service. Et je pense que du coup, on revient à ce qu'on a dit avant, avoir un bon produit, parce que si vous avez un bon produit, quand vous allez le vendre, moi si demain je dois te vendre le mastermind, et Tom, tu me poses une pile de cash là et tu vas me l'acheter le mastermind, tu vois, parce que je suis convaincu. Toi aussi, je pense que tu es convaincu que ton truc, c'est le meilleur. Et c'est ce qui compte. C'est arriver à le transmettre, ça, en fait. Ouais. La passion du produit. Vous pouvez avoir le meilleur produit si vous ne le transmettez pas. Mais transmettre la passion du produit, transmettre à quel point le produit sera utile pour la personne. Voilà, exactement. Et c'est ça dans la vente, en fait, que vous devez transmettre. Tout est une histoire de feeling, en fait. De connexion. Et la dernière chose, j'aurais aimé savoir, que je pense que la plupart des coachs auraient aimé savoir. J'ai noté, tu vas me dire ce que tu penses. Okay. Arrêtez de se comparer. Arrêtez de se comparer parce que vous partez pas de là où certaines personnes sont pratiques, parce que je connais beaucoup de personnes qui se lancent, qui me disent oui, mais elle, ou lui, il a tant d'abonnés. Il fait déjà ça. Alors déjà, le nombre d'abonnés, c'est pas corrélé au chiffre d'affaires. Je vois beaucoup de personnes avec 100 000 abonnés qui font pas d'argent. Exactement. Tom, t'as combien d'abonnés sur Instagram? 1000 environ. Et il fait énormément d'argent. Mais non, mais c'est voilà, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas corrélé. Même chose. Moi, je dis souvent dans mon mastermind, je vivais du coaching en ligne, à dégager un salaire qui était plus que convenable en France, avant d'avoir 1000 abonnés sur Instagram. Toi, je pense aussi que tu vivais avant d'avoir 1000 abonnés sur Instagram. Voilà. Et arrêtez de se comparer à ce que fait le voisin. Comparez-vous et cherchez, encore une fois, l'élévation personnelle, la progression personnelle. En fait, c'est toujours chercher des excuses. C'est se faire retenir par les peurs, en fait. C'est chercher des excuses pour ne pas se lancer. On se compare, on se dit, lui, il est différent, c'est pour ça que ça marche, etc. Non, déjà, appliquer, et c'est vraiment... Et c'est tout. Ouais, arrêtez de se comparer. Arrêtez de se comparer. Et oui, surtout, sur le contenu, sur le produit, etc. Non, faites you do you, you owe you. Mais c'est ça. C'est faites ce que vous avez à faire. Faites ce pourquoi vous êtes fait, mais c'est tout. Tout, you tout. Exact. Le fameux spécialiste de la pub. Ça sera donc pour ta prochaine pub. On va pas parler de packaging d'offres, on pourra faire un autre podcast là-dessus. Mais là, si pour des personnes qui veulent se lancer là en ligne, qui veulent se développer en ligne, quoi? Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. T'as l'impression que c'est un jour sans fin. Pour les personnes qui veulent se lancer en ligne,
c'est quoi selon toi les 2-3 actions prioritaires à mettre en place maintenant pour vraiment fast-track la progression? C'est-à-dire que là, moi j'ai envie, Tom, que les personnes qui regardent maintenant, elles veulent se lancer en ligne. Soit elles se lancent en ligne, soit elles sont bloquées dans ce qu'elles font. Elles n'ont pas de clients, ou elles sont déjà lancées mais elles n'ont pas de clients. C'est quoi les 2-3 choses prioritaires à faire pour débloquer ça? Moi j'ai peut-être 2-3 idées, mais je veux savoir ce que toi t'en penses. Pour le coaching en ligne ou pour le coaching en présentiel? En ligne. Bah, définir sa niche. Ouais. Définir sa niche. Ça revient à ce qu'on a dit. Définir sa niche, et moi, je lancerai directement des publicités. C'est-à-dire faire 3 variantes, 3-4 variantes de publicité. Ça fait 2 choses. Niche, publicité. Et 3e chose? Bon, savoir vendre. Prendre des appels, quoi. Savoir vendre, quoi. C'est tout. Moi, je suis relativement d'accord. En fait, pour moi, c'est d'avoir moi, j'ai appelé ça une visibilité ciblée. C'est-à-dire faire du contenu ciblé. Donc, c'est avoir une niche. Première chose. 2e chose, c'est quand même, je pense, le fameux truc d'Alex Hormozy, c'est rendre l'offre irrésistible. On veut que vous ayez... Parce que quand vous n'avez pas de... Rien, si l'offre que vous vendez paraît tellement belle, les gens vous l'achèteront, même si vous n'avez aucune preuve sociale. Hein. Et la 3e chose que je pense qui peut être intéressante, et c'est si vraiment aujourd'hui vous voulez progresser plus vite, et c'est pas pour prêcher à ma paroisse ni à la tienne, parce que la tienne c'est la mienne quand même, la même que la mienne en quelque sorte, c'est de réellement créer dès aujourd'hui un réseau de personnes qui vous entourent, qui va venir vous élever. Et je pense qu'on se rend pas compte quand on débute que être seul, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Surtout quand on est en ligne et qu'on s'isole. Parce que quand tu es en présentiel, tu vas avoir d'autres coachs en présentiel. Tu pourras avoir l'avis d'autres personnes. Quand tu es en ligne, c'est plus dur. Et avoir un réseau de bonnes personnes, que ce soit avec nos formations, ça pourrait l'être, que ce soit même avec, vous avez plein aujourd'hui de groupes gratuits, etc. D'ailleurs, The Prep Family Circle, le groupe que j'ai créé où vous pouvez poser vos questions, c'est totalement gratuit. Mais c'est des choses, je pense, qui sont importantes. Et justement, je pense que, moi, je l'ai remarqué avec le temps. S'allier avec les bonnes personnes, ça élève tous les business de tout le monde. Et c'est la même chose pour le coaching. S'allier avec les bonnes personnes. Et faites attention aussi avec qui vous entourez. Parce qu'il n'y a rien de pire que les mauvais conseils aussi. Il n'y a rien de pire que les mauvais conseils des personnes qui n'ont rien fait. Exactement. Et ça arrive souvent. Et oui, même chose. Non, ça pourrait se rejoindre dans le truc de ce que je dis là, de bien s'entourer. Ça pourrait être arrêtez de mal s'entourer. Arrêtez d'écouter des personnes qui n'ont jamais fait ce que vous voulez faire. Arrêtez d'écouter des personnes qui ne connaissent pas votre niche. Arrêtez d'écouter des personnes qui ne connaissent pas ce business-là. Exactement. Pourquoi est-ce que vous auriez écouté quelqu'un qui ne se connaît pas? Moi, je ne vais pas aller écouter quelqu'un. Alors moi, j'écoute beaucoup de points de vue de beaucoup de personnes. Mais à partir du moment où vous rentrez dans le conseil, où vous donnez des conseils, je ne prends pas de conseil de quelqu'un qui n'a jamais fait ce que j'ai envie de faire. Ou du moins, quelque chose qui tend à ça. Ça pourrait être peut-être que quelqu'un a très bien réussi de la même manière que ce que j'aimerais faire dans un autre domaine. Là, tu prends des conseils. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien au business en ligne, qui a une vie, j'ai pas envie de dire de merde, mais quand même, et qui vient vous conseiller sur ce que vous devriez ou ne devriez pas faire, je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Ouais, c'est comme le débutant en muscu qui vient de te corriger. Voilà, c'est comme Mais après, ça dépend s'il a les connaissances. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais après, du coup, est-ce qu'un débutant ferait vraiment ça, tu vois? Non, mais je parlais plutôt par rapport au feeling. Bah si, t'en as, qui te viennent et qui te disent non, écoute, tu dois plutôt te mettre comme ça. Mais ça, c'est la même chose. Mais ça, c'est les fameuses. Tu connais l'effet de Dunning-Kruger. Mais c'est par rapport au feeling, en fait. L'effet de Dunning-Kruger, vous avez beaucoup de confiance et plus vous évoluez, moins vous en avez. Il est sur le premier pic de Dunning-Kruger, avant qu'il y ait le deuxième. Et c'est souvent le problème. Donc voilà, je pense que c'était un très bon podcast. Non, ouais, c'est très très bien. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. J'espère, si vous êtes intéressé par l'accompagnement de Tom, je mets évidemment le lien dans la description. Si vous êtes intéressé par mon mastermind, le lien est dans la description. Et si vous voulez plus de valeur ajoutée gratuite, je vous conseille 2 choses. Je vous conseille, première chose, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube de Tom, que je mets également en description, et de vous abonner à ma newsletter. C'est 2 à 3 mails avec de la valeur ajoutée par semaine, totalement gratuitement. Abonnez-vous. Encore une fois, faites ça maintenant, parce que c'est des choses qui peuvent réellement vous aider. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup, Tom, pour ton temps. Ça me fait toujours plaisir de te voir à peu près 7 fois par semaine. Et voilà. Merci à toi, Louis, pour l'invitation. À très, très vite. Peut-être sur ma chaîne. Non. C'est sur ma chaîne avec la séance qu'on a tournée ce matin. On a une petite séance ce matin. Allez, à très vite, Louis.